quel est le mécanisme de contrôle des produits alimentaires sur le marché togolais? Nous sommes en période de fin d'année. C'est la période propice à la prolifération de beaucoup de produits de qualité et d'origine assez douteux. Nous allons voir tout cela avec notre invité. Il s'agit d'Emmanuel Sogadi, le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Emmanuel Sogadi, bonsoir. Bonsoir, Samuel. Merci à vous d'être notre invité. Je le disais, chaque fin d'année, quand on regarde sur le marché togolais, on a des produits qui pilulent, mais dont la qualité, dont les origines ne sont pas vraiment très sûres. Est-ce que cette fin d'année également confirme la règle? Oui, en toute réalité, il n'y a pas d'exception lorsqu'il s'agit de la consommation des produits et à des périodes choisies telles que les périodes de forte consommation. Les pratiques des opérateurs économiques sont toutes les mêmes. Et ici comme ailleurs, les opérateurs économiques ne changent pas. Mais sauf qu'à certains moments, il y a la conscience de certains de ces opérateurs économiques qui peuvent évoluer, mais il y a d'autres qui maintiennent le niveau de leur conscience. Et c'est-à-dire, on privilégie l'enrichissement. Puisque un opérateur économique est un capitaliste, et donc il cherche à s'enrichir, et donc il privilégie l'enrichissement au détriment de la conscience humaine, et il s'oublie qu'il devait mettre en avant l'aspect qualité de ce qu'ils nous offrent, ce qu'ils nous mettent sur le marché, et ils se donnent à toute pratique. Surtout que nous sommes à une période, dans une année où toute la chaîne économique a été paralysée par la Covid-19, où aujourd'hui tous les opérateurs économiques cherchent à réajuster leur compte d'exploitation prévisionnel de début d'année. Et donc, la pratique va rester toujours la même. Ils vont toujours passer par tous les moyens à maintenir les anciennes pratiques plus orthodoxes. Alors, qu'est-ce qui occasionne le déversement de ces produits sur le marché? C'est quoi? Ce sont des invendus qu'on a eu au cours de l'année, qu'on garde en stock, parce que j'imagine mal un opérateur économique, aussi véreux qu'il soit, aller commander des produits de mauvaise qualité. Non, ça existe. Mais il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver les gens à mettre sur le marché des produits dont les dates sont expirées ou bien de produits frelatés. La première raison peut-être qu'on peut justifier, c'est que les gens ont fabriqué les produits avec une technologie d'hier et que l'année qui va commencer début janvier, qu'ils ont déjà acquis d'autres outils de fabrication de leurs produits. Oui. Et donc, ils vont chercher à vendre les produits fabriqués avec l'ancienne technologie et ils changent ça. Donc, pour eux, ils doivent mettre tout en œuvre pour que les produits soient écoulés sur le marché. Au-delà de ça, ça va rester dans le magasin. Donc, c'est la raison qu'on peut justifier. La seconde raison qu'on ne peut pas accepter, c'est que, comme je l'ai déjà dit, ils veulent réajuster leur compte d'exploitation. Nous allons tout vendre pour voir à la fin d'année si on a un résultat ou pas. Oui. Et donc, on passe par tous les moyens à mettre tout sur le marché. Même des produits dont les dates d'expiration sont déjà expirées, ils se mettent au service de la destruction de la santé des consommateurs en recrutant des jeunes, des étudiants, des chômeurs, excusez-moi aussi des fois des bandits, des délinquants, et on les paie 2 000, 3 000, 5 000 pour qu'ils changent les dates de préemption sur les produits qu'ils vont à leur tour mettre sur le marché, ou bien qu'ils vont mettre sur les étalages des bonnes dames, ou bien sur la tête des bonnes dames qui disent la liquidation, bandio ou je ne sais quoi, dans les marchés. Et donc cette raison-là, on ne peut pas la noter d'une manière favorable. Et également, la troisième raison qu'on peut évoquer, c'est qu'il y a des gens qui se disent, comme d'autres font, on ne leur dit rien, nous allons aussi emboîter leur pas. Et donc, pour eux, ils sont spécialisés dans la fabrication des produits frelatés. Les produits frelatés sont différents des produits dont les dates sont arrivées à expiration. Parce qu'un produit frelaté peut se retrouver dans la catégorie des produits dont les dates sont arrivées à expiration. Maintenant, un produit frelaté, c'est que vous fabriquez ce produit et dont la norme requise pour que le produit soit recommandé à la consommation humaine, vous ne respectez pas la norme. Par exemple, combien de millilitres d'eau vous allez prendre, combien de grammes de sucre vous devez ajouter et combien de grammes de sel iodé ou bien de tel truc vous allez mettre pour fabriquer votre
votre type de lait. Je ne sais quoi dire. Donc, si vous ne respectez pas la composition physico-chimique du produit, donc le produit n'est plus authentique selon la licence de fabrication de l'origine de ce produit. Donc le produit devient frelaté. Et donc ce qui s'adonne à ça, c'est qu'ils veulent avoir une économie de d'échelle. Ils veulent produire beaucoup pour pouvoir vite écouler et avoir au moins, mais c'est-à-dire si un seul produit, il gagne 2 francs, ils disent que ça nous suffit et nous allons faire de telle sorte que nous allons produire 1000, 2000, 1 million, 2 millions, 4 millions. Et lorsque nous arrivons à couler tout ça là, des gens peuvent s'acheter. Et pour eux, ils ont à l'esprit que, comme la plupart de nos consommateurs n'ont pas les moyens, le pouvoir d'achat ne leur permettent pas, nous allons faire un effort pour réduire le prix et jouer sur la psychologie des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, des gens disent que ce qui est moins cher, je préfère l'acheter au lieu d'acheter un produit qui est de qualité supérieure et que le coût sera synonyme par exemple à ça. Donc, des gens n'ont pas les moyens pour acheter ces produits-là. Et ils courent vers les produits frelatés dont le prix est moyennement en dessous des prix qui sont pratiqués couramment sur le marché. Et donc, ils jouent sur le pouvoir d'achat de nous, les consommateurs. Ils jouent sur la fébrilité de nos esprits, parce que les consommateurs, le plus souvent... Le manque de vigilance. Le manque de vigilance, ou bien de la méconnaissance de nos droits. De nos droits, parce que les gens pensent que même si les gens disaient, nos parents ont consommé plusieurs années, rien ne leur est arrivé. Rien ne leur est arrivé, pourquoi vous dites qu'aujourd'hui que nous ne devons pas consommer? Et donc, sur ces aspects, les opérateurs économiques, ils gagnent beaucoup sur nos dos en ce sens-là. Alors maintenant, si on doit parler du contrôle, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les mécanismes de contrôle. Vous êtes président d'une association de défense des droits de l'homme. Est-ce que dans vos prérogatives, vous avez la possibilité de contrôle? Les droits des consommateurs, bien sûr. Le droit des consommateurs, j'allais dire. Bon, au fait, il y a le circuit de contrôle, c'est... je peux le dire au niveau à 3 niveaux, par exemple. Le premier niveau, c'est que nous, organisations de consommateurs, notre contrôle, c'est que nous, on va sur le marché, on fait le constat et on informe les inspecteurs. Et les inspecteurs, c'est dans chaque catégorie. Par exemple, les produits d'élevage, ce sont les inspecteurs d'élevage qu'on doit informer. Les produits agricoles, ce sont les inspecteurs de la direction de l'élevage et de l'agriculture qu'on doit informer. Les produits qui sont destinés pour la commercialisation, c'est-à-dire le commerce, ce sont les inspecteurs du commerce qu'on informe. Et ainsi de suite. Chaque secteur a son inspecteur. Et maintenant, nous, on le fait. Lorsque nous on fait, ça s'arrête à un niveau. Les inspecteurs du commerce aussi font les leurs. Ça veut dire que c'est parallèle à ce moment-là. Mais nous, on ne peut pas saisir un produit. C'est ça. Nous, on fait le constat, on informe les inspecteurs qui doivent peut-être sceller le magasin, donner une convocation à l'auteur qui va se présenter au ministère du Commerce ou bien à la direction appropriée pour s'expliquer de ça. Et s'il y a des informations supplémentaires que le inspecteur va demander, il fera, comme on est dans une organisation, il fera le feedback à ses hiérarchies pour que décision soit prise. Maintenant, bien avant ça, puisque lorsque le produit arrive, sur le navire, arrive au port de Lomé, ce n'est pas encore dans le domaine de nous en tant qu'organisation de consommateurs, mais c'est dans le domaine, qu'on appelle, de la douane. OK? Lorsque ça arrive au niveau de la frontière, il y a le cordon douanier. Le cordon douanier qui doit aussi vérifier pour voir le produit que vous amenez, est-ce que c'est interdit sur le territoire togolais. Si c'est interdit, c'est en ce moment où ils saisissent, ils refusent que le produit n'arrive. Mais si le produit est autorisé, il faudrait que le ministère de l'Agriculture et ses inspecteurs vérifient si c'est un produit qui est lié à l'agriculture, bien à l'élevage. C'est eux qui vérifient pour voir si le produit doit être accepté sur le territoire togolais ou pas. Donc, eux, ils font leur analyse, font leur vérification, leur contrôle à ce niveau, avant que le produit n'arrive au niveau du cordon douanier togolais, c'est-à-dire sur le territoire togolais. En ce moment, ça devient... ça rentre dans le circuit des inspecteurs du commerce et également des associations de consommateurs. Maintenant, en toute réalité, nous, on ne peut pas, comme je l'ai déjà dit, les associations de consommateurs n'ont pas d'abord les moyens pour aller faire un contrôle au port. C'est vrai qu'on peut le faire, mais
le plus souvent, nous ne sommes pas sur le terrain, la plupart des associations consommateurs. Ce sont des enquêtes et investigations que nous faisons à ce niveau et pas des personnes interposées. Et tu as vu ce qu'on a fait à l'époque avec le dossier du riz. Oui. Donc, c'est ça. Même sur le terrain, pour être pratique sur le terrain, nous le faisons avec les inspecteurs du commerce. Et dans les autres secteurs, si ça concerne un inspecteur, c'est cet inspecteur-là que nous avisons. C'est juste pour faire savoir à nos téléspectateurs que ce n'est pas les inspecteurs du commerce seuls qui font le travail. Oui, donc, la loi a prévu que les directions aient leurs inspecteurs qui prêtent serment pour dire qu'ils vont défendre le citoyen et le consommateur. C'est en ce moment-là que nous on continue, on est un système d'alerte et d'information, alerte d'information et de pression. Parce qu'il arrive des fois où les acteurs étatiques ne peuvent pas décider. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nos prises de position le plus souvent les amènent à changer et à prendre. Parce que les opérateurs économiques ils ont leur force partout, aussi bien dans la chaîne économique que dans la chaîne politique. Oui. Et donc, la chaîne politique, le plus souvent, nous, c'est la société civile qui constitue un contre-pouvoir à la chaîne politique pour certaines décisions. Donc, ce qui fait que ça se joue à tous ces niveaux. Alors, si je suis ce que vous venez de décrire, il y a quand même un travail, en tout cas un mécanisme de contrôle qualité qui est mis en place. Comment ça se fait qu'on a toujours des produits douteux sur les marchés? Bon, moi, je suis désolé, je ne peux pas dédouaner pour dire que les gens, ou bien je ne peux pas dire que les gens n'ont pas bien fait leur travail. Je suppose que les gens font ce qui est de leur mission. Mais il arrive aussi que, d'abord, nos frontières sont poreuses. Oui. Et sur un produit qui devait transiter par à Flao, par exemple, ou bien à Lacondi, pourrait transiter par une autre frontière et moins contrôlée. Donc, ça vient sur le territoire. Mais il y a aussi certains produits qui passent par des frontières légales, bien organisées. Et là, ça rentre dans le cadre de la corruption. Les opérateurs économiques peuvent corrompre ou bien ils peuvent dissimuler ce produit-là dans d'autres produits. Dans d'autres produits. Par exemple, prendre des produits pharmaceutiques qu'ils mettent dans d'autres produits où tu ne vas pas vite sans t'en rendre compte. Et donc, ça peut échapper au contrôle au niveau du cordon douanier, au niveau des douaniers. Ça peut échapper au niveau de la chaîne des ministères du commerce, par exemple. Mais c'est ce qui fait que le plus souvent, la loi dit que tout consommateur peut signaler. Et donc, s'ils ont peur, ils peuvent nous saisir en tant qu'organisation de consommateurs qui travaillons en leur nom et au nom collectif et individuel et personnel des consommateurs, qui va porter l'information au niveau des autorités compétentes. Ça peut être, par exemple, si c'est à une frontière, on constate que des gens sont en train d'amener des dindons ou bien des volailles, des parties de volailles qui sont interdites au Togo. Donc, nous avons l'obligation, et la loi nous autorise à saisir le commissariat le plus proche, bien la gendarmerie et la plus proche, pour qu'ils puissent avoir des éléments à notre côté, pour qu'on aille saisir, et le procès verbal sera élaboré et rédigé, et que le procureur de la République du ressort territorial pourra également s'auto-saisir pour instruire un dossier en ce sens. Okay. Est-ce qu'il y a, en cette fin d'année 2020, par exemple, des produits qui sont présents sur le marché dont vous êtes particulièrement inquiet de la qualité? Oui. Bon, aujourd'hui, le plus souvent, les autorités gouvernementales, surtout le ministère de la Sécurité, parlent des pétards en début la dangerosité des pétards, ça reste à démontrer. Hein. Oui, mais puisque le plus souvent, vous savez, le ministère de la Sécurité, eux, ils ne vont jamais accepter d'entendre un bruit assourdissant. Parce que dans les bruits assourdissants, il peut y avoir des bruits assourdissants dangereux. Oui. OK? Donc, ça, on peut l'inscrire dans ce cadre-là. Mais les pétards, le plus souvent, ça peut causer des dangers dans la main des jeunes, des enfants qui sont en train de les utiliser, ainsi de suite. Et d'une manière ou d'une autre, ça peut aussi
provoqué la psychologie, même la tension des vieux qui ne s'attendaient pas au moment où on devait les lancer. Oui. Ça, on le sait. Même nous, on a l'habitude de dire qu'il faudrait que l'autorité puisse contrôler l'entrée. Ce n'est pas l'usage qu'on doit contrôler. Si on arrive à empêcher son entrée, l'usage là ne sera plus possible aussi. Donc il faudrait le faire. Maintenant, la dernière fois, nous avons assisté et vu à la télévision nationale, sauf que la douane ne nous a pas informés pour assister à la destruction d'une partie des pâtes des viandes importées qui a été saisie par la douane au niveau du port et qui a été détruite. On a vu les images circuler sur les réseaux sociaux. Nous pouvons que les encourager sur cet aspect. Et donc, ça fait partie aussi des sujets qui sont réels et qui existent. Nous avons fait une bataille, je crois que ça doit être en 2016 et 2017, par rapport à un rapport que deux journaux allemands ont rédigé sur la chaîne de conservation des viandes importées au Togo et qui ne sont pas bien conservées et qui seraient être plus dangereux que ce que nous pouvons ramasser par terre et manger. Et donc, ce qui a fait que les autorités gouvernementales, surtout le ministère de l'Agriculture, à l'époque, avaient sorti des notes pour dire que nous réintérons, que désormais, il est interdit qu'on importe sur certaines parties les déchets des volailles et de tout type de viande sur le territoire national. Par exemple, les pâtes, les boyaux, tout ça, là, les os, ainsi de suite, sont des déchets ailleurs et que nous retrouvons ici au Togo. Il faut aussi noter, on appelle communément en langue locale adokugui, et qu'on appelle, comment je peux le dire pour que adokugui. C'est quelle partie de la dinde? Oui, mais il y a un nom en français. Bon, puisque peut-être je pourrais les croupillons de dinde. Très bien, les croupillons de dinde qui sont interdits depuis 1987, bien 89 si ma mémoire elle est bonne, mais qu'on retrouve partout aujourd'hui. Les gens qui veulent l'acheter, ils donnent des noms des sobriquets, on peut dire aspirine, et des gens on leur vend ça. Donc que les opérateurs économiques qui continuent de faire ces importations mettent à ça. Et que les gens, parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi M. Sogadi, le plus souvent dans des émissions, ils nous disent de ne plus consommer ça. Est-ce que nous, on a les moyens d'acheter un poulet à 2000, à 1500 ou bien à 3000? Ce n'est pas une affaire d'avoir de l'argent. D'abord, il y a la nature à faire de telle, bien Dieu a fait de telle sorte que lorsque tu ne trouves pas de la viande, il y a d'autres choses que tu peux consommer pour avoir les mêmes nutriments contenus dans la viande. Et donc, nous avons des aliments de substitution en dehors de la viande. Et la consommation de la viande excessive aussi nuit à la santé. Donc, que des gens puissent commencer à trouver des aliments de substitution à la viande pour qu'on ne va pas toujours chercher à acheter des trucs qui ne nous honorent pas et qui portent entorse à notre santé. Tu vas par exemple sous des pots de tuque ou des soupes de pots de, je ne sais pas là où, les endroits de résistance, tu vas avoir des pâtes de volaille et des ailes de volaille, des gésiers, tout qu'on continue de vendre et que les gens disent que si je prends avec bien pimenté, je suis bien à l'aise à ça. Bien à l'aise aujourd'hui, mais mal à l'aise demain. Donc il faut qu'on cherche à éviter tout ça. Il y a également des liqueurs. Surtout, il y a des gens qui fabriquent du vin frelaté. Et bon, nous, je peux dire en toute humilité, nous avons raté une mission, c'est sans cette année. Et le gars a été notre arrivée, on lui a signalé notre arrivée sans que nous-mêmes on s'en rende compte. Donc, je peux dire que ça a été vraiment un regret en cette fin d'année dans le cadre de nos activités de contrôle sur le terrain. Que ce gars, c'est quelqu'un qui fabrique du vin et qui va au marché à Dido-Gomassi partout et qui le vend, que des gens continuent pas à acheter. Tu vas penser que c'est du vin original. Bien emballé. Bien emballé. Et donc, c'est vraiment déplorable. Nous avons également, la dernière fois, fait une visite à un endroit où on nous prépare, ou bien comment on appelle, on nous prépare, comment on appelle, et apparemment, comment on l'appelle, je ne sais pas, ça, les pots de bœuf et les pâtes de bœuf, ainsi de suite, comme la manière dont on les prépare. Samuel, si vous le voyez, vous risquez de ne plus vouloir manger cette partie de la viande du bœuf. Donc, c'est sur un dépotoir que ça se fait. Sur un dépotoir. Sur un dépotoir.
Et ce sont les chaussures usées qu'on met dans le feu pour les fumer, pour fumer ces pots de bœuf là. Après ça, ce sont les gasoils, comment on appelle, les vidanges. Oui. Les vidanges que nous faisons pour nos voitures, pour nos motos usées, oui. noires à 360 degrés, qu'on prend pour mettre dans le feu, pour fumer et ces pots de bœuf. Ça se passe au Togo? Au Togo. Au Togo, nous avons fait la visite il y a de cela 4 jours. Dans cette semaine, début de cette semaine. Donc c'est juste pour dire, c'est partout comme ça. Et il y a, dans nos investigations, les bons disent, oh non, ce que nous on achète, nous on vend, ça vient du Dakar, ça vient de tel pays. Mais je peux dire, et ce sont des gens qui ont recruté ces jeunes-là. Vous les voyez, ils sont très sales. On sait que pour fumer la peau de bœuf, ainsi de suite, les pâtes de bœuf, on a besoin du feu. OK? Mais ce n'est pas sur un dépotoir que ça doit se faire. Ça fait ce n'est pas avec les chaussures usées qu'on doit faire. Ce n'est pas avec les pneus qu'on va le faire. Ce n'est pas avec les vidanges usées, le dernier classe qu'on va le faire. Le cancer ne peut que prendre corps. Parce que tout ça, c'est des substances cancérigènes. Oui, cancérigènes. Tout ça, là, ça ne provient que du pétrole. Et tout ce qui est pétrole, le cancer est 100% présent. Vous voyez? Je risque d'interdire à mon épouse d'en mettre dans la société. Oui, mais nous, notre bataille, c'est de dire aux autorités, d'abord d'interdire qu'on continue à le faire à cet endroit. Et ensuite, d'accompagner ceux qui le font à ce qu'on puisse leur réaménager un autre endroit. Parce que si on dit qu'on va plus manger les pots de bœuf, et les pâtes de bœuf, on risque de nous tromper. Parce que c'est une partie aussi de la viande. Et aucun citoyen ne va vouloir, ou bien aucun boucher ne va vouloir jeter ça gratuitement par terre. Même si vous jetez derrière votre fenêtre, il y a une autre personne qui le prendra et le mettra devant sa porte. Vous voyez? Donc, il faudrait avec ça, que la DOSI initie une activité pour accompagner ces jeunes-là, réaménager cet endroit, changer les outils avec lesquels ces pots de bœuf pourront être fumés pour que nous nous sentons moins à l'aise, bien plus à l'aise en consommant les pots de bœuf. Parce que moi, j'en consommais. J'en consommais. Moi, la viande, même, je ne préférais pas la viande. Mais aujourd'hui, j'ai changé la donne. Soit peut-être, j'ai réduit le nombre de morceaux de viande que je pouvais acheter, mais la peau de bœuf, je risque de ne plus la manger durant le reste de ma vie. Alors, dans ce mécanisme de contrôle de la qualité, vous avez décrit un peu la chaîne aujourd'hui. Le consommateur est au bout de cette chaîne puisque c'est lui qui achète. Comment quel rôle il peut jouer dans le contrôle de la qualité, puisque les moyens qu'utilisent ces faussaires-là pour détourner sa vigilance sont très sophistiqués, changement de date, emballage très présentable. Comment le consommateur peut s'en sortir? Vous savez, le plus souvent, je réponds le plus souvent à cette question que le consommateur est un acteur qui suit d'abord la forme du produit, la quantité du produit et le goût du produit. Parlant du goût, lorsque vous avez l'habitude de prendre qu'on appelle une boisson de noter, vous connaissez le goût. Vous êtes habitué au goût. Et le plus souvent, ces opérateurs qui font ces produits frelatés-là, ils n'arrivent jamais à imiter 100% le goût. Oui. On peut avoir une confirmation de ça. Donc, si vous avez acheté un produit, bien vous êtes habitué à un produit, aujourd'hui vous achetez un autre, et vous constatez qu'il y a décalage sur le goût, mais vous devez commencer par vous interroger. Secondo, vous allez dans un rayon pour acheter un produit, le prix d'hier de 2000, on vous dit que c'est à 1200. Commencez par vous interroger. Est-ce que le Togo a fait, qu'on appelle... A détaxé ce produit à hauteur de combien pour que cet opérateur-là puisse vous le vendre à 1200 au lieu de 2000 hier. Donc, vous devez commencer par poser la question. Et en recevant le produit dans vos mains, jetez bien regard sur sa présentation physique. Est-ce que l'emballage, c'est la même? Il arrive des fois où l'emballage, là, vous ne pouvez pas vous rendre compte.
Mais il arrive aussi des cas aussi où c'est facile de reconnaître que l'emballage d'hier n'est plus l'emballage d'aujourd'hui. Et donc, vous devez commencer par vous poser la question. Et demander à celui qui est en train de vendre, tel produit-là, c'est le même que j'ai acheté la semaine passée. Il va vous dire, si c'est faux, il ne commencera pas à vous dire, non, l'autre fournisseur, c'est le produit fini chez lui, et on était obligé d'acheter sur le second fournisseur. Tu as vu que ce n'est pas la même chose. Si tu vois par exemple les liqueurs, je vais donner le nom de la boisson. On a fait une enquête de grande envergure à l'époque où la bouteille, il y a ce qu'on appelle doseur. C'est-à-dire, le doseur, c'est que lorsque vous voulez verser dans le verre, il y a quelque chose qui filtre. Oui. Ça ne verse pas comme ça pouvait se verser dans le verre. Mais sans doseur, ça verse parce que c'est libéré, le passage est libéré. Et donc, c'est un moyen pour dire, par exemple, ce produit avec doseur est fabriqué avec le fournisseur direct à l'usine. Mais ce produit sans doseur n'est pas fabriqué par le fournisseur direct. Donc, ça peut être peut-être un produit frelaté. C'est un exemple que j'ai donné. Donc, vous devez vous rendre compte que pourquoi la même entreprise fabrique le produit là avec doseur et au même moment sans doseur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Soit peut-être la gamme n'est pas la même si c'est la même gamme, il doit y avoir toujours de doseur avec ce produit-là. Donc, c'est juste pour dire le consommateur doit être plus regardant avec ses yeux, avec sa langue, avec sa poche, c'est-à-dire en termes de prix, et avec sa curiosité. D'accord. Emmanuel Sa curiosité, c'est qu'il doit être à même de poser la question quand il doute du produit. Au moment où le doute commence par naître, mais il doit renoncer à l'achat du produit. Merci beaucoup, Emmanuel Sogadi, d'être passé, nous donner toutes ces explications. C'est un plaisir et bonne fête de Noël à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et bonne année 2021 à vous également et à la direction de New World TV. Merci pour ces vœux, nos vœux réciproques également. Merci. Voilà, on va marquer maintenant la pause et après, on va passer à Regard croisé.